Bonjour, nous sommes le mardi 24 janvier 2023 et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un événement qui affole les établissements d'enseignement et qui pose la question: l'enseignement est-il encore possible? Voilà. Il y a 2 ans, on avait eu l'amabilité de m'inviter comme keynote speaker, ce qui en français veut dire conférencier invité, à l'association francophone des spécialistes des sciences de l'éducation. Alors, qu'est-ce qui me valait l'honneur d'être invité là? Eh bien, le fait qu'en 1984, j'avais publié avec Geneviève Delbos un ouvrage qui s'appelait « La transmission des savoirs », qui était justement sur ce qu'on appelle par ailleurs les sciences de l'éducation. Comment transmettons du savoir? Et entre 84 et il y a 2 ans, il s'était passé pas mal de temps, ça fait quoi? Bon, plus de 40 ans en tout cas, et j'avais commencé mon exposé par une anecdote qui était la suivante. Je me trouvais à donner cours dans un amphithéâtre. Pourquoi un amphithéâtre? Parce que ça me permettait... Pourquoi est-ce que c'était pertinent, l'amphithéâtre? Parce que ça me permettait de voir les gens très distinctement, les gens même qui sont tout au fond. Voilà, parce qu'en réalité, ils sont plutôt en hauteur. Et là, ce qui se passait, qui avait retenu mon attention, c'est que l'assemblée n'était pas attentive, tous les regards étaient tournés vers un personnage qui se trouvait au fond de la salle. Et je ne comprenais pas tout de suite ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'au lieu de me regarder moi qui racontais des choses, pourquoi tous les regards étaient fixés ailleurs et sur une personne en particulier. D'autant que cette personne ne pianotait sur son ordinateur portable. Et à un moment donné, la personne avec un grand sourire a fait le geste et aussitôt les visages se sont éclairés et se sont tous retournés vers moi. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était pas trop difficile à comprendre. J'avais dû dire quelque chose d'assez provoquant et la suspicion avait envahi la salle. On s'était dit, il dit des conneries, et quelqu'un a été allé voir sur Wikipédia si évaluer la qualité de ce que je disais. Bon. Et l'examen avait été passé haut la main par moi, puisque voilà, le pouce en l'air, confirmant que je ne me trompais pas et qu'on pouvait recommencer à m'écouter. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Et ça, j'en ai tiré les conséquences à l'intention de mes auditeurs, spécialistes des sciences de l'éducation. Ça voulait dire que l'enseignant, déjà à cette époque-là, ça devait être il y a 5-6 ans, était en liberté surveillée. On ne lui faisait plus confiance, à lui ou à elle, sur la qualité de l'enseignement dispensé. Ça n'a pas dû s'améliorer depuis. Déjà Wikipédia permettait de vérifier si oui ou non l'enseignant est à la hauteur de ce qu'il enseigne. Et dans notre contexte contemporain, vous savez que la chose ne va pas de soi. J'avais mentionné aussi quelque chose qui était dans les journaux à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on avait demandé au professeur de français d'enseigner les mathématiques parce qu'on manquait de professeurs de mathématiques. Bon. Alors, quand on sait déjà comment sont enseignées les mathématiques par des professeurs de mathématiques, je vais recevoir des tomates, mais je continue. Alors, quand c'est les professeurs de français qui, en général, ne sont pas des matheux et qui, au contraire, sont passés vers des sujets littéraires parce qu'ils calaient devant la racine carrée de ceci ou de cela, le résultat n'était pas très convaincant. Alors maintenant, entre en scène, il y a 2 mois, en novembre, entre en scène ChatGPT, un logiciel produit par la firme OpenAI. Et que fait ce logiciel? Je vous l'explique, même si tout le monde le sait maintenant. Vous lui dites, je voudrais faire une dissertation sur tel sujet, je voudrais que ce soit un tout petit peu rebelle quand même, que ce ne soit pas simplement d'égurgiter ce qui se trouve dans Wikipédia. Je voudrais qu'on mette l'accent sur je dirais une critique féministe, etc. Et le truc vous le fait.
La difficulté pour les enseignants, c'est que le suivant, il dira je voudrais le même sujet, mais au lieu de dire une perspective plutôt féministe, il dira une perspective plutôt marxiste, et la machine le fera. Et la machine le fera très bien. Elle le fera si bien qu'on a déjà évalué aux États-Unis le rendement de ce logiciel pour faire des devoirs. Et dans ce système américain où c'est A, B, C, D, E, voilà, ce sont des notes de niveau B qui sont données en moyenne au logiciel ChatGPT ou en français ChatGPT. Bon. Une moyenne, enfin une cote, une note de B, c'est mieux que la moyenne. C'est mieux que la moyenne. C'est-à-dire que on va d'abord mettre l'accent sur l'aspect, je dirais, positif. Si tout le monde utilise la machine, tout le monde aura une note B, ça va faire monter la moyenne par rapport à ce qu'elle est maintenant. Et le malheureux ou la malheureuse qui essayera de faire le devoir par ses propres moyens, il aura peut-être une chance sur 1 million d'avoir une note A, mais tous les autres, ils auront des notes C, B, D, etc. Ce ne sera pas à la hauteur. Voilà. Alors, on peut se réjouir, tout le monde aura une meilleure note. Si tout le monde utilise ça, tout le monde aura une meilleure note qu'avant. Où est le problème? Ça torpille entièrement le système des examens. Et derrière le système des examens, la méritocratie, dans notre système d'enseignement, on récompense ceux qui comprennent bien et on pénalise ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont jamais regardé le sujet, etc. Alors, si tout le monde vient avec, pas la même copie, je viens de le dire, mais si tout le monde vient avec une copie de niveau 15 ou 16, la question va se poser, comment est-ce qu'on les met en rang? Comment est-ce qu'on les classe? Et surtout, est-ce qu'ils comprennent est-ce qu'ils vont même lire? Est-ce qu'ils vont même lire ce que ChatGPT aura produit en sortie? Du coup, devant quoi les enseignants vont-ils se retrouver? Voilà. Il n'y a pas que les établissements d'enseignement. Vous êtes au bureau, on vous demande de faire un rapport sur tel ou tel sujet. C'est ce qu'on vous demande d'habitude. D'habitude, bon, c'est devenu plus facile avec l'informatique. Il ne faut pas passer des heures dans des bibliothèques à attendre un bouquin qui finalement n'est pas le bon, etc. Non, maintenant, sur Internet, on trouve tout. Mais enfin, il y avait encore un problème, je dirais, de copier-coller, qui ne dérange pas d'ailleurs au passage un certain nombre de nos fameux plagiaires qui s'en sortent bien d'ailleurs. Hein. Vous savez, il y a des plagiaires fameux en ce moment, et puis qui disent tout le monde fait comme ça, si on est bien organisé, on trouve l'information où elle est. Et puis on fait du copier-coller, et si on est quelqu'un qui est quand même assez célèbre, on a un secrétariat qui fait le copier-coller, et là, bon, le secrétariat n'est pas toujours du même niveau que soi-même, mais qu'est-ce que vous voulez, et ainsi de suite. La question de l'évaluation de ce qu'on fait est en train d'être posée. D'abord, si on fait un examen et puis que tout le monde a la note 15 ou 16, comme je le disais, on ne peut plus faire la différence. Et surtout, la question, est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens comprennent ce qu'ils vont produire? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'identifier? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'engager derrière ça? Ils vont s'engager derrière ça en sachant que c'est ce qu'il fallait dire. Mais est-ce qu'ils pourront le répéter hors contexte, etc. Moi qui suis un vieux de la vieille, quand je fais passer des examens, je me méfie de ça, mais depuis toujours, c'est-à-dire que je fais passer des examens oraux. Parce que quand même, dans ce qu'on appelle le non-verbal, on peut quand même juger de savoir si quelqu'un dit quelque chose en n'ayant pas la moindre compréhension de ce que signifient les mots qui sont prononcés, si c'est du par cœur, comme on disait autrefois. Et le par cœur, c'est pas neuf non plus, hein, les gens qui apprenaient des trucs par cœur. Le problème se pose moins quand on a les gens en face et qu'on peut aussi réajuster la question pour voir si tel mot qui a été bien utilisé en contexte, s'il est bien maîtrisé dans un autre, et des choses de cet ordre-là. Mais est-ce qu'on a encore le temps de nos jours, avec l'enseignement de masse, de faire des examens oraux? Oui, dans des niches, comme on dit, dans des petites niches. Qu'est-ce à dire? Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que la singularité est avec nous? Singularité, bon, c'est cette expression qui renvoie à des choses un peu vagues, mais l'idée, le jour où on se dira que l'ordinateur nous a, une fois pour toutes, dépassés.
Et il n'y a pas que pour faire des dissertations, vous le savez maintenant, où on vous demande de dessiner ceci ou ça, il y a plusieurs logiciels qui le font très bien. Un truc inspiré plutôt des films aliens, mais plutôt dans des paysages bucoliques, etc. La machine le fait, et les 3 logiciels principaux le font dans des styles encore un peu différents pour encore choisir de ce qu'on préfère présenter. La machine fait mieux que ce que nous faisons. Et sa question va se poser de la comparaison maintenant, non pas est-ce que la machine fait aussi bien que l'être humain, mais est-ce que l'être humain fait aussi bien que la machine? Et on nous dira, la machine n'a pas d'émotion, donc elle ne comprend pas, dans aucun cas, elle ne comprend ce qu'elle fait. Et elle simule le savoir, même si c'est extrêmement convaincant. Mais, messieurs, dames qui avez travaillé en entreprise, prenez votre respiration parce que ce que je vais dire n'est pas très sympathique. Vous qui avez travaillé en entreprise et surtout dans des entreprises performantes, moi j'ai travaillé 18 ans dans des banques. Au siège des banques, il ne fallait pas perdre des sous, il fallait avoir des idées nouvelles, etc., etc. Et je l'ai dit, en particulier dans un ouvrage qui s'appelle « Misère de la pensée économique », même dans des environnements aussi pointus que ceux-là, il n'y a encore que 20% des gens qui comprennent ce qu'ils font. Les 80%, ils font du par cœur, ils ont appris la routine, ils savent qu'on fait ça dans tel et tel ordre. Et les vieux de la vieille de l'informatique, de l'époque où on faisait des premiers logiciels et où on faisait des updates, des versions revues, une version 2 du logiciel. Et là, à cette époque tout à fait pionnière, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait un truc avec des boutons et on cachait une opération qui n'était pas très très compliquée. Et on montrait que pour avancer, il fallait pousser sur le bouton violet, et puis pour reculer, il fallait pousser sur le bouton vert. Et puis quand on sortait à la deuxième version, on se disait mais c'était con vraiment de dire le vert pour quelque chose où il faut hésiter, peut-être pas le faire, et mettre du rouge avec du mauve, quelque chose apparenté à du rouge pour la chose qu'il faut faire. On va remettre de l'ordre logique, on va remettre le vert pour ce qu'il faut faire et le violet pour ce qu'il ne faut pas faire. On était encore, messieurs, dames, qu'à la deuxième version du logiciel. Et la moitié des gens étaient déjà perdus parce que même quand il s'agissait de quelque chose d'assez élémentaire que la machine faisait, les gens avaient déjà pris l'habitude que c'était sur le violet qu'il fallait pousser. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas de quoi ça parlait en réalité. Bon. Et ça, c'est une constatation générale. On parle de cette idée que les êtres humains, nous, quand on fait quelque chose, on le comprend. Bon, le psychanalyste ou la psychanalyste, quand il entend ça, il lève déjà un sourcil d'un côté parce qu'il sait que la plupart des choses qu'on fait, c'est du réflexe. Et même vous pourriez vous dire, un petit exposé comme je le fais ici, ça demande quand même que je réfléchisse à ce que je dis pendant que je le fais. Tout ça, c'est fort de l'ordre du réflexe. Je me suis donné une idée au départ, je vais parler de ChatGPT, et puis je me mets devant la caméra et ça vient automatiquement, une idée entraîne l'autre. Parfois, je me suis peut-être dit une fois, il faudra mettre dans l'ordre, parler plutôt de ceci avant cela. Et en général, je ne le fais pas au moment même, mais le plus souvent, même si je me dis ça, je l'oublie justement en cours de route, ça vient comme ça. Tout ça, chers amis, c'est fort du stimulus-réponse. Et ce que ChatGPT va nous montrer, c'est pas seulement que le système des examens est devenu complètement impossible, sauf à faire machine arrière absolument, d'interdire aux gens d'avoir leur iPhone avec eux dans la salle de classe ou d'avoir leur portable, un pas en arrière que personne n'est prêt à faire parce que on a accès à l'information maintenant avec son iPhone ou avec son smartphone ou avec son ordinateur. On ne peut plus faire des choses comme avant en n'ayant pas l'accès à l'information minimale, donc on ne pourra pas le faire. Mais l'autre chose, c'est que ça va nous obliger à réfléchir véritablement à que fait un être humain et que fait pas une machine. Et là, l'examen de conscience va pas être beau à voir.
non pas parce qu'en termes de performance, l'homme au sens de l'animal humain, ça fait déjà un moment qu'il n'arrive pas à faire des choses si bien que la machine, mais le moment est venu sans doute avec ce chat GPT d'en prendre conscience. De prendre conscience non seulement qu'on fait moins bien que l'ordinateur, mais que nous aussi, dans la plupart des choses que nous faisons, même dans notre environnement professionnel, nous simulons savoir le faire. Et dans la plupart des cas, ça marche. Simuler, savoir le faire, c'est bon assez par rapport à ce qu'on vous demande, parce que vous n'êtes pas dans les 20% qui font vraiment marcher la machine, vous êtes dans les 80% qui font un peu de la figuration, qui sont là essentiellement pour passer de la machine à café à la photocopieuse. Alors, je sais, je ne devrais pas dire des choses comme ça, alors qu'on réfléchit déjà à quoi ça sert de travailler dans un contexte de retraite qu'on demande par la suite, mais comme on le voit, comme je le vois dans les témoignages de certains, pas tous heureusement parmi les commentateurs de mon blog, il y a déjà tellement de... c'est Graeber qui parlait de bullshit jobs. Les bullshit jobs vont venir si ceci et cela, les bullshit jobs, les boulots à la con, ils sont là malheureusement depuis qu'on a inventé le travail et qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes à faire que d'autres et qu'on demande à certaines personnes de le faire de préférence. Alors voilà, c'est pas seulement le système d'enseignement qui est entièrement torpillé maintenant par ChatGPT et par d'autres logiciels qui sont de ce niveau, c'est la représentation même de notre efficacité en tant qu'être humain, ayant une intelligence qui nous permet d'utiliser notre volonté pour réaliser notre intention. C'est tout ce modèle que nous avons là derrière, dans un coin de nos têtes, comme étant la manière dont nous fonctionnons. C'est ça qui va apparaître en surface, que c'est pas comme ça, que c'est jamais comme ça que ça a fonctionné. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la psychanalyse avait déjà essayé de montrer ça. Le behaviorisme de Skinner aussi à sa façon, en nous montrant qu'il y a beaucoup plus du stimulus-réponse. Je fais A et puis B vient automatiquement qu'on l'imagine. Tout ça, toute cette représentation de l'humain va devenir de plus en plus robotique. Pourquoi? Parce que le robot, effectivement, nous a déplacés.